surenchère d'action, cette surenchère visuelle, elle s'est décidée, elle s'est mise en place? C'est assez logique quand on fait une suite de films d'action d'aller comment dire, plus vite, plus fort et de compenser aussi comment dire, souvent les premiers films sont pas des brouillons mais on expérimente, on n'a pas le budget suffisant pour se faire plaisir et on peut le faire ensuite, dans la suite. L'idée c'était pas juste de faire de la surenchère pour de la surenchère, c'est juste faire le film cohérent avec le premier et cohérent avec les envies de départ. Voilà. Sur Twitter, j'ai beaucoup de questions sur pourquoi Ramsey n'est pas là. Bah pour ça, il faut voir le film, il faut voir le 1. Faut voir le 1, les amis. Il y a eu un changement au niveau du territoire aussi, c'est-à-dire que le premier était autour de 7, notamment, enfin, il y avait une scène finale justement qui allait jusqu'à 7, etc. Là, c'est Agde, il me semble, et Montpellier. Les Montpelliérains ont pu reconnaître. Mais j'ai trouvé que l'utilisation peut-être du territoire était un peu plus générique sur ce deuxième volet. C'est-à-dire qu'à part le quai du Verdançon, que les Montpelliérains reconnaîtront, on n'est pas forcément extrêmement situé de façon précise. Donc encore une fois, ça, comment est-ce que ça s'est changé? Pourquoi avoir changé justement de décor? L'histoire, comment dire, demandait à ce qu'on soit énormément sur la route, qu'on se dirige vers la frontière espagnole, donc forcément qu'on soit un peu plus dans l'arrière-pays en fait. Ce qui n'empêche pas d'avoir plein de séquences en ville effectivement, et du coup on reconnaît Agde, on reconnaît un peu Montpellier, mais c'est un film qui est plus campagnard que urbain là, pour le coup, voilà, contrairement au premier. On s'ouvre un peu plus, c'est un film régional, alors que le premier c'était un film municipal. Voilà. Combien de visionnages pour le premier volet de Balles perdues? On ne sait pas, on sait juste qu'en 28 jours, il y a eu 38 millions de comptes Netflix qui ont activé le film en tout cas. Mais depuis, on ne pourrait pas dire combien de personnes l'ont vu. En fait. Ça doit être possible. Ça doit être colossal. En tout cas, nous, on n'a pas les chiffres. Okay. Hier, dans la salle, il y a un spectateur qui a pris la parole. Il a dit que c'était beau et triste à la fois qu'on soit les seuls à profiter de ce moment, ce film en expérience de cinéma. Vous n'avez pas répondu sur le coup. Est-ce que vous serez d'accord de nous éclairer là maintenant? Ah bah, c'est triste. Après, c'est la beauté et la frustration d'un film comme ça qui sort sur les plateformes parce que seul Netflix était au rendez-vous pour financer et produire le film. Moi, je suis le réalisateur, donc jamais. Je ne suis pas la personne la plus objective et la plus indiquée pour en parler parce que mon film existe. Pour le monde entier de son coup. Donc c'est génial pour moi, c'est génial pour nous je pense. Et on se pose pas trop la question de savoir s'il aurait eu plus sa place en salle. Il n'y a pas de frustration en tout cas à être nous sur Netflix et avoir accès au monde entier en fait. Il y a des avantages et des inconvénients, mais comme il y aurait eu des inconvénients en sortie salle en fait tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'économie aujourd'hui pour les genres de films en France, en tout cas, il n'y a plus de Luc Besson, il n'y a plus d'Europacorp notamment pour sortir de ce genre de film. C'est exactement ça. Il y a Rémi Lotier qui arrive. Rémi Lotier, voilà. Mais c'est tout. Bah, pour l'instant, après on espère nous changer les choses, on espère que ça va débloquer ce type de film, parce que notre génération à nous, donc on a tous un peu 40 ans ici, on est jeunes dans cette industrie, et du coup les choses vont bouger petit à petit, je pense. Voilà. Et il faut des films comme ça, je pense, qui montrent que c'est possible de le faire avec ce genre de budget. En fait. C'est ça votre référence, c'est les taxis, c'est les Fast and Furious, c'est les genres de productions comme ça, c'est les transporteurs? Non, alors les films Europacorp, oui, m'ont beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune, mais je pense plus à d'autres films comme Le baiser mortel du dragon. Mais c'est vrai que ça a été un vrai déclencheur de se dire, il y a des mecs en France qui se bastonnent en région PACA, en gros. Donc nous aussi on peut le faire, voilà. Donc c'est un bon déclencheur en tout cas tout ça. On peut se bastonner ici aussi, on n'a pas besoin de Marseille. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Parce que concrètement aujourd'hui dans le cinéma français, comment ça se passe quand on veut faire du cinéma d'action? Pas très bien, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas, tu vas chauffer tout seul, là t'as eu la perche. Non, non, mais moi je suis pas réalisateur, producteur. Mais la question c'est sur le fait de ne pas qu'il n'y ait pas ce genre de film en salle. Est-ce que aussi les spectateurs iraient voir un film d'action français en salle? Il y a plein de gens qui tordent le nez dessus aussi, des responsabilités aussi des gens qui vont. Donc c'est tout prochain. Après, moi je peux pas répondre, je suis pas réalisateur. C'était quoi la question? Comment ça se passe concrètement quand on est dans le cinéma français et qu'on veut faire du cinéma d'action aujourd'hui?
Là, c'est compliqué, là on parlait d'EuropaCorp juste avant, ils avaient le monopole de ce type de film. Donc du coup, quand ils sont un peu disparus, il y a une place à prendre, mais personne ne voulait la prendre parce qu'on se dit, beaucoup de distributeurs français, de producteurs français, se disent que c'est pas possible de faire ce type de film, en fait, que personne n'ira les voir et qui sont trop chers, trop compliqués à faire, trop casse-gueule. Voilà, mais c'est pas spécialement vrai, il faut juste de l'envie en fait. Et voilà, et nous, on a la chance d'avoir Rémi Gauthier, un producteur qui y croit depuis ses débuts en fait. Du coup, sur un film comme celui-ci, à budget, il n'y a que Netflix qui vous a proposé de vous suivre dans votre envie, dans votre aventure. Netflix a misé tout sur le premier film, voilà, qui reste un tout petit film. Hein, et du coup, il y a une logique à ce que ce soit eux qui fassent la suite, qui la financent, etc. et qui mettent un tout petit peu plus de moyens pour qu'on puisse respecter notre ambition de départ. Alban, ça veut dire que vous êtes connu dans le monde entier, vous êtes visible partout dans le monde, c'est la différence. Oui, entre être visible dans le monde entier et être connu dans le monde entier, il y a de la marge. Mais non, mais c'est vrai que j'avais une petite anecdote qui me faisait rire, j'étais à Dijon il y a quelques mois et il y a une famille de touristes vraiment mexicaine qui m'approchait avec leur téléphone, vraiment, mais j'ai pris d'instinct pour les prendre en photo. En fait, ils voulaient prendre une photo avec moi. Du fait de la perdida, Lino, et c'était assez marrant. Et là, tu te dis, ouais, il se passe un truc, mais oui, en tout cas, c'est une chance incroyable. C'est la part de... Oui, on n'a pas les salles de cinéma, mais on sort dans 193 pays, devant 210 millions d'abonnés. Donc c'est même pas enfin une balance ou à faire un choix, mais en tout cas, on peut en aucun cas se plaindre. Et c'est vrai que c'était un plaisir, en tout cas, de voir le film sur grand écran hier, de voir surtout l'engouement de la salle. Vraiment, pour le coup, nous, on n'avait jamais vécu et on arrivait à la fin de la projet. On était vraiment ravis d'arriver 20 minutes avant pour avoir pu vivre ça, parce que pas une seconde, on aurait pu se dire, ou voire même espérer. On était vraiment aux États-Unis. Enfin, moi, j'ai des souvenirs des salles américaines où tu applaudis dès qu'il y a un film qui te fait kiffer, et de partager ça ici à Montpellier, c'était incroyable. Dans un opéra, en plus. C'est pas courant. Non, c'est vrai. Non, mais surtout, il y a eu beaucoup de réactions dans le public, des applaudissements, des rires, des énormes. Bonjour. Bonjour Eric. Ça va quoi? Ça va. Bonjour. Ah, j'ai dit déranger. On vient de finir un film avec Eric et il est incroyable dedans. Il sortira dans quelques mois sur une plateforme qui n'est pas concurrente à Netflix, qui s'appelle AK. J'ai tellement pas le droit d'en parler. Il a dit qu'il dirait tout ce qu'on lui interdirait de dire, donc vous pouvez faire pareil. Il y a beaucoup de pertes matérielles, je crois, on en a parlé hier soir. Il y a aussi peut-être des pertes humaines ou pas, ou des blessés? Il y a toujours... non, il y a des cascadeurs peuvent se blesser, ça fait partie de leur métier. On fait tout pour qu'ils ne se blessent pas de toute façon. Après, on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais ça n'a jamais été grave ou dramatique. Voilà. C'est que des choses qu'ils ont envie de faire, ils sont passionnés par ça et c'est les risques de leur métier. Mais pour le coup, voilà, c'était vraiment négligeable, je pense. C'est un petit bobo, je pense. Voilà, bon, il va donner un coup de poing à un cascadeur parce que ça passe un peu trop près ou ce genre de choses, mais voilà. Quelle cascade a été le plus compliqué à mettre en place? La cascade la plus compliquée à mettre en place, c'est quand on a le droit de spoiler le film ou... Ça, c'est vous qui voyez. Il y a une voiture qui se fait couper en deux à un moment et c'était de l'inédit un peu pour tous les postes, tous les techniciens, etc. Donc on ne réussit pas toujours du premier coup. Voilà. Donc ça prend encore plus de temps et il y a une inconnue, il y a une explosion. Vous avez dû en couper combien de coups de voiture en deux? Une seule. Moi, ça m'a bien servi en tout cas cette fois. Parce que je devais pas être dans la voiture, ils voulaient pas, et vu que ça courait, ils ont pas eu le choix. Parce que c'était un one shot, je fais. Exactement. On a pris un peu de retard et les personnes responsables de la cascade n'étaient pas forcément toutes là. Il a pu se mettre au volant et c'était très marrant. De toute façon, non, mais c'est surtout aussi qu'on avait épuisé tous nos moyens en termes d'effets, de caméra, etc. pour bien rendre le truc. Donc j'étais obligé, moi, d'avoir Alban au volant. Donc les planètes étaient alignées, il a pu être au volant et il a pu se faire exploser la tronche dans la voiture comme il faut. Voilà. Alban, d'ailleurs, vous êtes acteur mais scénariste aussi. Le film, c'est pas un double rôle qui est fréquent.
Non, mais à la fois comédien et scénariste. Mais en fait, ça démarre de vraiment Balle perdue 1 quand Guillaume est arrivé avec le scénario, où j'ai eu une chance incroyable qu'il a voulu tellement m'intégrer au projet, enfin à son film, que du coup la collaboration artistique a commencé là, et après sur le 2, et par contre c'est vraiment en tant qu'adaptateur et dialogue. Hein. C'est Guillaume, il arrive avec des scripts, il y a un script qui est fait, il y a une histoire, il y a une structure, il y a tout. Sur le 2 encore plus, où vraiment il est arrivé avec quelque chose. On change 2-3 dialogues, on essaie de se trouver un truc, et en plus au-delà de ça il n'y avait pas le temps. Donc non, c'est plus. Enfin, c'est notifié, mais c'est plus une collaboration tellement enrichissante et épanouissante pour un comédien que. C'est pour être sûr que quand on arrive sur le tournage, vu qu'il est devant la caméra tout le temps, on est sûr qu'il n'y a pas d'ajustement à faire le jour du tournage. C'est-à-dire qu'on est carré sur le film qu'on va faire dès la prépa du film. Voilà. Et ça, je pense, c'est capital. Hein. Je pense que ça aurait été terrible d'avoir un acteur principal qui tout d'un coup, le jour du tournage, je me rends compte qu'il n'a pas compris le film qu'on faisait et qui lui fout la merde. Ça arrive aussi. Voilà, et ça c'est des choses, nous on ne peut pas se le permettre, c'est des films très timés, très compliqués à faire et on ne peut pas perdre de temps. Est-ce qu'on peut parler peut-être de la date de sortie sur la plateforme? Oui, le film sort le 10 novembre à 9h01. Si, c'est très possible. Et est-ce que vous avez un projet pour un Balle perdue 3? Oui, Netflix a déjà annoncé Balle perdue 3 du coup. Ils sont très enthousiastes à l'idée de faire la conclusion de l'histoire. Voilà. Donc on va s'y mettre. Je me demandais, est-ce que dans votre écriture, est-ce qu'il y avait une volonté d'adapter justement peut-être le code de la série? Est-ce que c'était conscient ou pas? Non, après c'est devenu une écriture, j'ai l'impression, un peu plus banalisée. C'est vrai que les séries ressemblent de plus en plus au cinéma et le cinéma ressemble de plus en plus aux séries. On le voit avec les Marvel, on le voit avec tous les blockbusters qui ont des dizaines de suites. Mais je pense pas, non, mais c'est le grand truc des Star Wars, des machins, c'est de raconter une histoire sur au moins 3 épisodes. Mais c'est pas conscient en tout cas pas de moi. D'accord, donc au moment de Balle perdue 1, il n'y avait pas du tout. C'était pas anticipé en fait. Non, l'histoire, moi j'étais très ouvert à l'idée de faire une suite, comme tout le monde ici, mais l'histoire n'était pas du tout dégrossie en amont, etc. C'est vraiment. On repart à zéro à chaque fois. Vous avez déjà peut-être envisagé que ce soit presque comme une franchise à la Fast and Furious? Oui, pourquoi pas. On fasse 10 balles perdues? Ouais, on est chaud, bien sûr. Moi, je me demandais comment on écrit quand on sait que la plupart des gens vont regarder votre film sur un iPhone ou sur des tablettes. Non, mais ça moi, j'en tiens pas compte quand j'écris. Enfin, je fais un film comme si j'avais fait le film pour la salle ou pour n'importe où. Après, je viens des courts-métrages, donc même quand je faisais des courts-métrages qui étaient destinés à Dailymotion à l'époque ou à YouTube, je me posais pas la question. Je partais du principe que, quel que soit l'écran sur lequel on regarde, le film sera là. Je sais pas si ça change des masses là, tout ça. C'est vrai que c'est un plus de voir dans une salle, mais en tout cas moi j'en tiens pas compte. Je fais le film comme s'il était pour tous les supports en fait. Voilà. Disons que le fait que les gens regardent ça en fait chez eux sur une tablette ou sur un iPhone, ça fait qu'ils vont peut-être être plus à même de le couper s'il ne se passe pas suffisamment de choses, alors que dans une salle on a quand même moins tendance à quitter la salle et à partir, à quitter le film. Du coup peut-être qu'à ce niveau-là ça peut changer des choses parce qu'on est obligé de mettre plus de rebondissements, plus de longueur, je sais pas. Ici c'est. Enfin, après on ne réfléchit pas comme ça parce que du coup Balle perdue 2 prend son temps pour se mettre en place, pour démarrer et tout le gros du film est à la fin en fait. Et il faut penser à ça, il faut aussi penser aux gens, les accrocher jusqu'à la fin, donc il faut trouver le bon équilibre. La contrepartie de ça, c'est que grâce aux plateformes, plus de gens vont donner leur chance au film, alors qu'ils n'auraient peut-être pas fait en salle, ils sont en salle, une fois qu'on est dans la salle, on est dans la salle, et puis on va en sortir, mais c'est dommage, on va payer. Donc il y a toujours, il n'y a pas de solution idéale. Comment vous visualisez le cinéma, l'avenir du cinéma? Question un peu large, mais dans une période de... Non, mais si vous voulez, je vous donne dans une période d'une crise du cinéma. Enfin, on a envie d'en parler un petit peu quand même. Parce que vous, c'est un remède, les plateformes aussi. Désolé,
crois que c'est le pire mois là. Le mois de septembre, a été, oui, c'est ça. C'est d'où la question. Après, vous qui touchez aux plateformes, au cinéma, etc. Non mais il se passe un truc, c'est que forcément tout ça est en train de muter. Effectivement la fréquentation des salles baisse, mais est-ce que c'est pas un peu, c'est quand même un peu conjoncturel quoi. Il y a eu, alors il y a le Covid, maintenant il y a la guerre, maintenant il y a la pénurie, etc. Il y a comment dire, le cerveau des gens est occupé à autre chose qu'à la culture, c'est dramatique, mais automatiquement c'est une période qui va passer, qui va. Moi, je pense que les gens retourneront en salle, ils attendent juste d'être un peu plus disponibles pour ça et d'avoir le temps en fait et la patience de retrouver de la curiosité pour des films. Parce qu'on va voir un film en salle, on fait un saut de foi en fait, on accepte de payer, de s'enfermer dans une salle, etc. Et je pense que ça va revenir. Donc je ne sais pas si les choses vont changer si radicalement que ça. Je pense que les plateformes et la salle sont faites pour cohabiter et l'un ne va pas aller sur l'autre de toute façon. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition, je rebondis sur la question, de la proposition de Cadmerade qui demande la baisse des prix d'entrée au cinéma? La baisse du prix du ticket... c'est un frein, hein, d'après lui. Hein. C'est un frein, mais je sais pas. Oui, tout le monde va dire oui, ça coûte 14 €. Mais non, la moyenne du prix du ticket en France, elle est de 7 €. Par rapport au reste du monde, on a quand même un prix du ticket qui est extrêmement compétitif. Il me semble que quand même on est un des plus bas. Avoir accès aux salles, c'est bon, on a plein de salles. Moi j'ai l'impression que le prix du ticket c'est un faux problème en fait. Voilà. En tout cas, c'est pas je pense que c'est pas du tout le cœur du problème. C'est facile de pointer ça du doigt, je pense. Mais il y a d'autres choses. Il y a des gens qui n'ont pas accès à des salles, par exemple, chez eux, etc. Ça, c'est un plus gros problème, je trouve. Il y a des cartes maintenant, enfin, depuis déjà des années. Si on veut aller au cinéma, on peut trouver effectivement des moyens. Quand on n'avait pas les moyens, j'y allais le matin à 10 h et ouais, là c'était à 5 €, bon, c'était à l'époque, mais en soi, je suis un peu d'accord que c'est quand même cher. Enfin, sans te contredire, mais parfois tu vois aussi, tu fais. Ils ont perdu les clés, les gars. Non, mais il y a forcément des séances qui coûtent. D'où la proposition de Cadmerade. Voilà. D'accord. C'est Popcorn qui est rentable, c'est pas du tout les places. Hein. Oui. Justement, Netflix a annoncé un forfait publicité en plein milieu du travail que vous avez fait. Est-ce que ça vous fait râler ou est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ni pour ni contre. Enfin, voilà, s'il y a une solution qui convient mieux aux gens qui ne veulent pas mettre 8 € dans l'abonnement, qui peuvent quand même avoir Netflix, etc. C'est à tester, je sais pas du tout. Mais couper en plein milieu votre film, ça ne vous dérange pas? J'ai pas vu comment ça coupait en fait. Je sais pas si c'est bien fait, mal fait. Je sais pas du tout comment. Ça arrive à tous les films à un moment donné. Oui, voilà. Ouais. Quand il passe sur TF1 aussi. Exactement. Ouais. Sur n'importe quelle chaîne, sauf France Télévisions après et après. C'est ça. Même des chaînes où ça arrive en plein milieu d'une phrase. Hein. Ah oui, mais ça dérange personne. Ça c'est vrai. C'est bien. Vous pensez quoi de l'évolution du film d'action qui, j'ai l'impression, sont de moins en moins réalistes, comme les Marvel, etc. Et par rapport à une autre époque, aux séries, vous avez cité The Shield, etc. En gros, moi j'ai l'impression que le cinéma d'action, c'est beaucoup des effets spéciaux. Et finalement, on s'éloigne un peu des cascades ou des combats qui sont un peu plus réalistes, on va dire, de votre film. Non mais je pense qu'aujourd'hui la technologie nous donne des moyens, donne aux studios en tout cas les moyens de faire des choses impressionnantes à pas cher et à galérer un peu moins je pense à faire tous les effets en dur, en vrai, etc. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une bonne béquille. Hein. Les films de super-héros sont de plus en plus hideux visuellement je trouve. Ça c'est mon point de vue, tout est tourné sur fond vert et j'ai l'impression que c'est pas par souci de faire quelque chose de bien, c'est par souci d'économiser de l'argent, de mettre la pression sur les gens en post-production et d'être sûr que le film sera prêt en moins de 2 ans, etc. Donc il y a une logique derrière qui est pas terrible. Mais à côté de ça, il y a d'autres films qui continuent à être faits en vrai, quoi. Je pense il y a Extraction sur Netflix par exemple. Après il y a quoi d'autre films John Wick. Il n'y a pas trop de combats dans John Wick.
qui sont en moto. Ouais, mais voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez travaillé beaucoup sur fond vert, Alban? En général dans ma vie? Oui, dans votre travail, je veux dire. Quasiment jamais. Mais vraiment, non, quasiment jamais. Parfois, il y a un petit élément vert pour rajouter un fond de décor ou des choses comme ça, mais... Pas intégralement, pas avec la combinaison et tout. Ça, j'ai fait pour des jeux vidéo à l'époque. Ah ouais? La motion capture, c'était vraiment cool, mais non, ça, je ne suis pas encore pressé. Je suis pas pressé. Parce que vous avez une filmographie assez diversifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de cinéma d'action loin de là. Qu'est-ce que ça vivre comme expérience en tant justement que comédien de faire un film d'action? Est-ce qu'il y a un côté un petit peu frustrant peut-être parce qu'on a la sensation d'avoir à jouer moins de choses, moins d'émotions? Est-ce qu'au contraire c'est hyper libérateur physiquement? Non, mais c'est même pas ça. Pour le coup, ça a été... comment dire ça ça a été mon envie de départ, de faire des films d'action. Par contre, au-delà que j'ai mis plus de 15 ans à percer, et j'ai mis 22 ou 23 ans à faire mon premier film d'action. Il y a eu Anti-Gang avant, mais qui est vraiment pas comparable à Balle perdue. Et non, moi c'est tout ce que j'attendais, il n'y a pas de sous-épanouissement ou autre là-dessus, mais non, puis je trouve qu'on essayait quand même de faire un minimum justement, d'avoir de choses à jouer et que nos personnages soient assez denses pour passer un peu par tous les états. Alors c'est sûr qu'on va pas dans des flots de larmes ou autre chose pour tu peux dans d'autres films, mais quand je pars tu coupes. Ça c'est pas vrai. J'arrive pas. Mais non, c'est juste super. C'est juste super. Du coup, on peut totalement s'épanouir en étant comédien en faisant du cinéma d'action. Ah oui, je pense, oui, complètement. Bien sûr que oui. Quelle était la préparation sur Balle perdue 2, aussi bien mentale que physique, j'imagine? Avec Seb, on suit pas mal d'entraînement physique pour voir un peu les chorégraphies de combat et tout ça pour vraiment être au point au moment du tournage. Et puis sinon, oui, un peu de mise en forme, lui il est toujours en forme, lui, mais oui, un petit 2 mois de salle de muscu pour être un peu athlétique et puis un peu de conduite et ça serait bien. Après, toi, tu as une bonne base. C'est-à-dire en cascade, tu en as fait beaucoup avant, donc tu es prêt. Là où c'est difficile de se préparer, c'est quand moi, je ne suis pas ton passé de cascadeur et de gars d'action. C'est l'expression du corps dans un film d'action, c'est une grammaire. C'est comme quand on parlait, comme si on faisait des alexandrins au théâtre. Et c'est une grammaire, il faut l'avoir dans le corps. Donc c'est pas le jour du tournage qu'il faut apprendre à mettre un coup de la gauche alors qu'on avait travaillé avec la droite et que sur le jour du tournage ça ne marche pas. Lui, là, cette grammaire, son corps s'est inscrit en lui, donc ça prend du temps, ça prend des mois de travail. Avant, en amont. Voilà. Mais pour ce qui est de l'émotion, je pense que dans un film d'action, il peut y en avoir tout à fait autant. C'est une écriture en fait, ce qui donne l'émotion au spectateur qui le voit, c'est l'écriture du scénario et c'est comment on amène à avoir de l'empathie avec le personnage qui se prend une patate ou qui se prend un mur dans la tête. Mais après, pour l'acteur, lui, ça reste les mêmes émotions, c'est juste que ça, c'est dans le corps. Je pense que c'est ça la différence. J'ai l'impression que c'est beau. Ouais, et on est le matin. On n'a pas dormi. Et après, on peut dormir. Donc, merde. Un peu, ouais. Moi j'ai une question concernant Netflix. Est-ce que vous avez une sorte d'exclusivité pour les prochains épisodes ou est-ce que c'est appris d'en parler? Une exclusivité, c'est une bonne question, je ne sais pas du tout, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que oui, Balle perdue est né sur Netflix, on continuera Balle perdue sur Netflix en fait, donc la question se pose même pas, voilà. On adore travailler avec les gens de chez Netflix, qui nous laissent une liberté et en même temps on peut discuter, il y a... Je pense que c'est bien, Ah oui, c'est ça. Non, mais ce que monsieur veut dire c'est imaginons, on ne va pas faire Balle perdue 6. Et puis il y a une plateforme concurrente qui fait welcome. Je pense qu'on ne le fera pas, mais on ne serait pas après le 6 non autorisé. J'y ai pas encore. Là on va déjà sortir le 2, ensuite faire le 3. Et après on verra. Peut-être que Netflix n'existera plus, peut-être qu'il n'y aura plus que Netflix au départ en fait. Donc, on va voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors,